Alors bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour la dernière rencontre de notre cycle du prix de Beau Lendemain. Nous avons le plaisir d'accueillir Florence Dupré-Latour pour sa bande dessinée Pucelle aux éditions d'Argo et Camille Laurence pour son roman Fille aux éditions Gallimard. Nous sommes réunis dans le cadre de la résidence de Colombes-Bonsen au sein de la librairie. C'est un projet qui a vu le jour grâce au financement de la région Île-de-France. Je laisserai Colombe nous raconter la belle histoire qu'on a partagée cette année. Avant cela, je vous présente les membres du jury qui sont ici avec nous. Elles ont la chance d'animer la rencontre ce soir. C'est Carole et Ilham. Toutes les deux vivent à Bagnolet et sont clientes ferventes de la librairie. Voilà. Nous avons proposé au jury en fait, de prendre les rênes des débats autour des livres et de participer activement aux soirées en étant en contact direct des auteurs. Et elles ont accepté avec enthousiasme. Et nous les remercions pour cette belle implication. Voilà. Colombe, je te laisse raconter la suite. Eh bien, c'est assez émouvant parce que ça sera la dernière rencontre et demain, avec le vote, le dernier jour de cette résidence, donc qui a commencé en septembre dernier officiellement, puisque à vrai dire, elle avait commencé quelques mois auparavant lorsque les libraires et moi avons pris contact alors que la librairie s'installait, avait le projet de s'installer à Bagnolet et que moi-même j'arrivais en tant qu'habitante dans la ville. Et ce projet commun est né de mener résidence ici autour de cette thématique des racines, puisqu'il y avait cette question de l'enracinement dans un territoire et que par ailleurs, moi je m'attaquais à un roman qui se plongerait dans les arcanes d'une histoire familiale faite de tristes secrets. Donc nous voilà réunis et on a pensé à ce dispositif d'un prix de la librairie qui nous permettrait de rencontrer les lectrices et les lecteurs de notre ville. Et je dois dire que je crois qu'on a été très heureuses parce que c'était quand même pas évident d'organiser une telle manifestation avec tous ces confinements, bondissements, rebondissements et que voilà, on a donc sélectionné 5 romans avec les libraires et 5 bandes dessinées et proposé aux lecteurs, lectrices d'ici de venir jurer, d'élire leurs romans et leurs bandes dessinées, leur album préféré. Donc on a tiré au sort, il y a eu 70 bulletins, je le rappelle, parce que c'était quand même 70 personnes qui étaient prêtes à mener ce projet avec nous. On en a tiré 12 au sort. Qui sont beaucoup là et qui ont tous reçu les livres, lu les livres et organisé donc ces rencontres. Alors évidemment au départ on avait pensé à les organiser de janvier à mai. On a tout organisé comme un petit festival en mai et juin. Donc voilà, vous êtes nos dernières autrices à venir nous voir et nous sommes très, très heureuses. Je dois dire que à titre personnel, je suis très heureuse de cette rencontre parce que ce sont peut-être les livres qui croisent le plus les questions qui sont les miennes dans l'écriture et que c'était aussi l'occasion pour moi en tant qu'autrice de me confronter à des questions similaires et peut-être d'interroger la manière de les prendre et de les affronter et de les résoudre dans l'écriture, dans le dessin, enfin en tout cas dans la scénarisation. Voilà, que dire, qu'est-ce que j'oublie à propos du prix? La participation de la médiathèque. Voilà, c'est ça, j'en étais à 12 jurys, plus 3 voix collectives, l'une de la médiathèque, la deuxième de l'université populaire de Bagnolet, et la dernière d'une classe d'un groupe de lycéens du lycée Eugène Hénaf que nous avons rencontrés, qui sont venus à la librairie,
qui ont déjà voté, mais je ne vous dirai rien. Et voilà, donc au final, ça fait 15 voix. Voilà, et ce sont donc nos chers jurés qui animent les rencontres. Voilà, à vous. Je ne sais pas si je vais prendre le micro. Non, je ne suis pas à l'aise avec le micro. Vous me dites si je ne parle pas assez fort. Alors, je vais présenter les autrices. Florence Dupré-Latour. Vous êtes née le 15 février 1978 à Buenos Aires. Notre sujet étant les racines, vous avez eu l'opportunité de tisser les vôtres entre Troyes, la Guadeloupe et Lyon. Vous êtes fan de dessin depuis votre enfance, vous dessiniez pour vos amis au lycée, vous intégrez les Beaux-Arts de Lyon, mais finalement vous décidez de faire l'école Émile Coll, qui est une école d'art qui forme à la BD, au cinéma d'animation, à l'illustration, à Lyon avec une spécialité en édition. Vous prenez une année sabbatique et vous migrez vers Paris. Après votre diplôme, vous travaillez dans l'animation, vous admirez Johannes Farr et vous lui proposez de collaborer pour la série dessin animé Petit Vampire. Vous publiez chez Gallimard votre premier ouvrage, Capucin, en 3 tomes en 2006, puis suivront Forever ma sœur, Forever Summer, Borgnole, Cruel en 2016 et enfin Pucelle en 2020 et 2021. Vous devenez enseignante à l'école Émile Coll. Depuis 2015, vous êtes membre du collectif des créatrices de BD contre le sexisme. Pucelle a obtenu le prix des Inrocks pour la catégorie BD en 2020. Alors l'idée maintenant c'est de présenter la bande dessinée. Donc Pucelle c'est une bande dessinée en 2 tomes qui est un récit autobiographique. On y rencontre Florence, une petite fille qui vit dans une famille bourgeoise, catholique, expatriée. Elle vit avec ses frères et sœurs, dont une sœur jumelle, son père qui est absorbé par son travail et sa mère. Et de sa place de petite fille, elle observe son monde. Et quand elle observe son monde, elle observe sa mère qui est assez soumise à son mari. En tout cas, c'est ce qu'elle voit. Son père qui parfois peut être méchant, mais dominant. Et de ces constats-là, elle en tire la conclusion qu'en fait, elle ne veut pas être une petite fille et elle constate que finalement, être une fille, c'est pas très chouette. Et donc, elle ne veut pas se retrouver dans cette position-là, dans ce modèle-là. On va la suivre tout au long de son enfance et de son adolescence. Et pendant toutes ces périodes, elle va se sentir assez différente des autres filles et elle cherchera sa place. Dans son environnement, tout, que ce soit la famille, que ce soit l'école, que ce soit les familles amies un petit peu de ses parents, etc., lui apprennent, alors il y a quelques exceptions, mais à haïr le féminin et ils la maintiennent dans l'ignorance de ce que c'est être fille, de ce que c'est les règles par exemple, on en reparlera dans les questions, mais de tout ce qui a trait au féminin qui est haï, dénigré, voilà. La haine du féminin, l'ignorance pousse à la solitude, la frustration et la honte. Mais la petite fille, puis l'adolescente, pourtant confrontée à tout ce que ça veut aussi dire d'être une fille, c'est-à-dire aussi la violence, la douleur, l'incompréhension des autres, elle ne se résigne pas, elle continue de chercher sa place, de désirer. Elle finira même, alors un peu plus grande, et c'est dans le tome 2 qui n'était pas forcément dans notre sélection, mais qui évidemment ont lu aussi, de trouver à sa mère et au genre féminin de grande qualité. Pucelle, ce sont aussi des dessins très expressifs, en noir, blanc et rose, rose-rouge, où les émotions de l'héroïne comme de son entourage éclatent. Camille Laurence est votre pseudo. Votre pièce d'identité dit Laurence Ruel, née à Dijon en 1957. Agrégée de lettres modernes, vous avez enseigné à Rouen avant de partir au Maroc en 1984, où vous allez séjourner pendant 12 ans. Depuis septembre 2011, vous enseignez à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous publiez votre premier ouvrage en 1991, Index, chez POL, et c'est à cette occasion que vous choisissez un nom et un prénom d'emprunt qui permettent de ne pas révéler votre sexe. Suivront 11 romans, des essais, des pièces de théâtre et de nombreux autres projets artistiques auxquels vous participez, notamment en lien avec la danse, le théâtre et même le cinéma. Vos premiers romans sont des œuvres de fiction. Après un drame personnel que vous raconterez dans le roman Philippe en 1995,
vous vous rapprochez de l'autofiction, terme auquel vous préférez l'écriture de soi. Les romans et essais qui suivront s'intéressent notamment au rapport amoureux, au désir, à l'identité féminine, à la représentation des femmes dans l'art, dans l'imaginaire collectif, tout comme dans Filles, qui est votre dernier roman. Vous vous intéressez beaucoup à la langue, la matière vivante des textes. Vous cherchez la face cachée des mots, ce qui trame sous leur sens. Vous êtes également chroniqueuse, membre du jury du prix Goncourt, et vous avez vous-même obtenu de nombreux prix. Femina, Renaudot. Filles, c'est d'abord un roman qui décrit, tantôt assez factuellement, tantôt avec émotion, ce que ça fait, ce que ça dit d'être une fille, ou plutôt de ne pas être un garçon. Sur 60 ans, de la fin des années 50 à la fin des années 2010, vous nous emmenez sur les traces de Laurence, petite fille, alors que ses parents, son père surtout, auraient voulu avoir un garçon. Puis on la suit, jeune fille, adolescente, femme et enfin mère. Vous décrivez sa vie, les événements traumatiques comme la vie presque quotidienne, en même temps que vous décrivez la société dans laquelle elle évolue. Cette société, c'est celle qui discrimine, qui violente, qui dénigre, qui essentialise le féminin, dans les faits comme dans le langage. C'est la société qui pose des interdits très forts aux filles sur le sexe, sur les règles, avec un certain nombre de tabous très forts, et les deux œuvres se rejoignent beaucoup sur ce point. Cette société, c'est aussi à travers la voix de ce père qui a des idées bien arrêtées sur ce que c'est être une fille. Et en même temps, comme il voulait un garçon, parfois aussi il se décale un tout petit peu du moule dans lequel et des stéréotypes qu'on peut avoir ou que la société pouvait avoir sur les filles et sur les garçons. C'est ces relations filles-garçons que vous interrogez continuellement parce que l'altérité et le désir ne disparaissent pas chez vos personnages malgré la violence. Et puis la société évolue et votre héroïne aussi. Devenir mère l'oblige à remettre en question ce qu'elle a jusque-là appris, subi, intériorisé. Parce que jusque-là, elle a accepté, ou elle a été obligée d'accepter beaucoup de choses. Mais sa fille, elle, donc née dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises, va renverser tous les codes. Et avec ce nouveau personnage, ce sont les questionnements actuels du féminisme, de ces différents courants qui vont apparaître dans le roman. C'est ce qui en fait évidemment un roman d'émancipation, un roman optimiste, un roman qui fait du bien. Enfin, on ne peut pas parler de Filles sans parler de la langue. C'est un roman très construit qui explore les facettes du mot fille et de tout son imaginaire social. C'est un roman où chaque personnage a son propre registre. C'est un roman qui utilise le je, le tu et le elle. Alors là, je vais faire un petit emprunt parce que moi, j'ai découvert ce roman avant même en fait le prix et j'avais entendu une chronique qui m'avait beaucoup interpellée et dont voilà, c'est très rapide mais que je voulais vous restituer un peu, c'est pas de moi. Où en fait donc le je, le tu et le elle sont utilisés à différents moments. Et ce que cette journaliste avait mis un peu en avant, c'est que le jeu était utilisé. Alors elle explique qu'on voit le corps à travers trois façons différentes et que dans le roman, le jeu est utilisé pour parler du corps qui croît, qui grandit, le corps retrouvé, le corps désirant. Le tu est utilisé pour parler du corps qui enfante. Et le « elle » est utilisé pour parler du corps qui est opprimé, qui est maltraité. Voilà, et c'est une lecture que j'avais trouvée très intéressante et que j'avais envie de partager avec vous. Et ça dit bien aussi à quel point la langue elle est mêlée à tout ça. Ce sont également des réflexions et des débats très actuels que de se demander comment la langue transmet le sexisme, les inégalités, et c'est passionnant. Peut-être juste terminer en disant que ce qui était intéressant dans le fait de vous réunir toutes les deux, c'est que y a un certain nombre de sujets et de questionnements et même parfois des jeux de mots qui se retrouvent dans vos deux œuvres. Mais voilà, les questions de tout ce qui va être autour du dénigrement, de l'ignorance du féminin, du sexe, de tout ce qui a trait au féminin, à l'intimité, etc. C'était quelque chose qui était très fort et très partagé entre vos deux œuvres. Et voilà. Alors avant de vous poser un certain nombre de questions, je vais lire un extrait de Filles qui est situé au tout début du roman. Alors, je prends un peu.
c'est une fille. De l'autre côté de la phrase de sœur Catherine se trouvent tes parents, les destinataires, les responsables aussi, les faiseurs de filles, les fauteurs de troubles. Lui, elle, à l'instant T, qui n'a pas su donner quoi. Mais en ce moment précis, ce n'est pas la question qui prévaut, même si plus tard on pourra se renvoyer la balle pour sceller son dépit, dépioter le chou blanc. Ils reçoivent la nouvelle. L'attendant, t'attendant, ils ne savaient rien. Ils ne t'ont pas vu percer l'opacité du ventre maternel et remuer de tes mains l'air liquide sur quelque écran lumineux scruté par une blouse blanche dont ils auraient guetté le guet, suspendu à la phrase décisive, toujours nimbée de doute, la conscience professionnelle. Émus par leur interprétation intime, pour qu'ils bougent autant, ce doit être un... suspendu à la profération de l'oracle, à sa vérité probable. Non pas c'est une fille, mais son équivalent prudent, son synonyme approximatif, je ne vois rien. On ne les a pas informés de ton manque de forme à l'endroit où ça se forme. Je ne vois rien. Comprenez, c'est une fille. Il n'y a rien à voir. Circulez, c'est une fille. Tes parents n'attendent ni n'entendent de semblables annonces car les machines ad hoc n'existent pas encore. Nous sommes en 1959. L'écho des bijoux de famille ou rien qui se pixélise à vue d'œil, on vient à peine d'en concevoir l'idée. La technique n'écrit pas encore l'onde gélifiée des désirs et dépits. Aucune image ne vient saisir les nageurs amniotiques. Alors tu peux bien faire des pieds et des mains, remuer ciel et terre à coups de talon. Le suspense reste entier jusqu'à la fin. Et 20 tes coucous d'orteils malgré les prédictions de la grossesse. Pas de nausée, c'est un garçon. Envie de vomir, c'est une fille. Libido au plus haut, c'est un garçon. Désir en berne, c'est une fille. Envie de sel, envie de sucre, les filles sont des gourmandes, c'est connu. Ballon rond, beau garçon. Ballon de rugby, pas de zizi. Fait ton grand-père qui a feinté les All Blacks en 1925 dans un stade archi-comble. Il y a même des hypothèses plus secrètes qu'on se répète à l'oreille de parturiente en parturiante. Oui. Je t'avais dit que j'allais... Je t'avais dit. Entre deux respirations du petit chien. Si on a joui pendant la conception, ce sera un garçon. Si on n'a rien senti, va pour une fille. Ta mère est inquiète. Alors, puisqu'on est sur tout ce prix et autour de la thématique des racines, de l'histoire familiale, sont les premières questions qu'on vous posera à toutes les deux. À quel moment décide-t-on de questionner son milieu d'origine ? Et d'après vous, est-ce que votre œuvre participe à ce mouvement-là ? Je commence. Voilà, c'est des questions qui à chaque fois s'adressent à tous les deux. Il y en a quelques-unes qui sont un peu plus dirigées. Voilà. Le questionnement arrive très tôt, dès la toute petite enfance. Mais ce n'est pas une vraie question, c'est un ressenti, une colère, une incompréhension. Et elle n'est pas formulée. Cette question, elle arrive beaucoup plus tard. Justement, l'arrivée de la langue, du langage, des mots, les bons mots au bon endroit, dans le bon ordre, arrive plus tard. On va beaucoup parler de langage, je crois, ce soir. Je vous remercie. On va beaucoup parler de langage ce soir. Et le besoin, en tout cas, je vais parler pour moi, de poser sur le papier et de partir justement dans cette aventure de questionnement et de l'écriture et d'une histoire personnelle, ça va ensemble, m'a demandé une certaine maturité, un certain recul. J'ai attendu de savoir écrire, ce qui m'a pris un certain temps, parce qu'on ne raconte pas sa vie plusieurs fois, je crois. Et prudemment, j'ai attendu justement d'être un petit peu plus sûre de moi, pas complètement, en tout cas en termes d'écriture, et également de recul par rapport à une histoire personnelle, pour ne pas raconter trop de bêtises. Même si un psychanalyste me détromperait 1000 fois à ce propos. Je ferai un peu la même réponse, c'est-à-dire que le questionnement vient très tôt, effectivement, parce que quand on est une petite fille, eh bien, dès l'instant où on se rend compte qu'il y a des petits garçons, eh bien, on se demande pourquoi les différences aussi bien, voilà, les différences de couleurs, le bleu, le rose. Moi, j'ai été obsédée par la vanille pour les filles et le chocolat pour les petits gars, enfin des choses comme ça, donc qui impriment très précocement le cerveau. C'est curieux. Et puis évidemment tout ce qu'on observe dans sa propre éducation.
Je dirais que, comme vous l'avez rappelé, j'ai pris un pseudonyme pour mon premier roman parce que je voulais que ce soit un prénom où on ne sache pas si c'était un garçon ou une fille, un homme ou une femme. Donc pour moi, c'était important dès le départ, cette question du genre, cette question de l'identité féminine ou masculine. Et je crois que ça, c'est un fil qui court dans tous mes livres. Il y a un livre avant Fille où j'y reviens beaucoup, c'est L'amour roman, où j'avais déjà repris 3 générations de femmes, la grand-mère, ou même 4 en fait. J'avais l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère et la fille, la narratrice, pour voir comment le féminin, dans les grands moments de l'existence d'une femme, sur un siècle, avait changé. Alors, je sais pas, c'est bien la rencontre, il y a les mariages arrangés de ma mère même. Voilà, c'était un texte assez autobiographique. Et puis les divorces, comment tout ça s'organisait, les avancées du féminisme. Et donc, voilà, j'avais envie de... Enfin, c'est un sujet... je dirais que si je dois avoir un sujet, c'est celui-là. Alors, là, il était question de questionner son milieu d'origine, mais que garde-t-on de son milieu d'origine? Qu'est-ce qui persiste dans ce qui vous a été transmis, malgré tout? Tout dépend de quoi on parle. En termes d'écriture, par exemple, je dirais que c'est la culture que j'ai pu aborder dans l'enfance. Une culture du dessin d'abord, grâce à ma mère qui nous organisait des ateliers de dessin l'après-midi. La culture qu'elle a pu nous apporter, et mon père aussi, de manière plus en creux pour mon père. Donc c'est cette culture et cette richesse qui a nourri mon écriture, bien sûr. Et certaines expériences également, un caractère, je dirais, qui transparaît malheureusement à travers un dessin rageur, j'y reviendrai. Maintenant, à titre personnel, voilà, la question de la culture, elle nous échappe en fait. On veut mettre certaines choses dans des livres, finalement on en trouve d'autres. C'est une aventure qu'on ne peut pas maîtriser totalement. Quelle était la question? Que garde-t-on de son milieu d'origine? J'ai pas vraiment répondu. Hein, mais... Oui, non, c'est pour ça que je me suis posé la question. Qu'est-ce qui persiste dans ce qui vous a été transmis? C'était plutôt sur la deuxième partie. Qu'est-ce qui persiste dans ce qui vous a été transmis? Moi, je ne dirais pas la culture, parce que je n'étais pas du tout dans une famille littéraire. Et donc, tout ce qui m'a constitué, je pense une grande partie de ce qui m'a constitué me vient des livres. Alors là, je suis dans mon élément. Et de l'école, donc moi c'est pas du tout chez moi que, même si on valorisait la culture bien sûr, mais il n'y avait pas de livres chez moi, mes parents ne lisaient pas du tout, enfin c'était pas du tout encouragé spécialement, et donc moi j'ai le sentiment de m'être construite avec l'école, les professeurs, voilà. Et je dirais que j'ai appris à vivre et j'ai appris à penser, à réfléchir, à essayer de comprendre ce qui ne me convenait pas dans ce qui m'avait été transmis, bon, et aussi ce qui me convenait dans les romans, dans les pièces de théâtre. Enfin, c'est pour ça que la littérature est très, très importante pour moi depuis la petite enfance, depuis que j'apprenais par cœur des poèmes à l'école. Il est question dans vos 2 œuvres du silence, beaucoup, des tabous, et dans vos familles respectives. Et on se demandait comment s'est transmis ce silence dans le milieu familial. Alors il y a un silence familial effectivement qui est d'abord le silence du père,
Je pense que c'est générationnel. Mon père fait partie de ces hommes qui ont été élevés comme ça et qui retenaient énormément de paroles, d'émotions. Et je ne voyais pas ça forcément comme quelque chose de négatif, je voyais mon père plutôt comme quelqu'un d'assez pudique. Mais malgré tout, cette pudeur avait des limites, et le silence était total. Mais il y avait un silence beaucoup plus important qui ressemblait à une sorte de chape de plomb de laquelle on ne pouvait s'extraire, on ne pouvait pas parler, formuler le fait que peut-être et pointer du doigt ce qui n'allait pas, mais le ressenti était présent, puisqu'on ressent très très fortement, même si on n'arrive pas à nommer, que la musique grinçait, les violons étaient très désaccordés. Ce silence a commencé à être mis en cause par ma mère, qui a une rébellion par les pleurs. Donc c'est une façon de pleurer, c'est une façon d'exprimer quelque chose plutôt que rien. Et petit à petit, moi-même, je me suis extraite de ce silence en passant par l'usage de psychotropes, d'alcool, qui avaient tendance à justement extérioriser quelque chose plutôt que rien. Puis l'écriture est arrivée, notamment par le dessin, qui était un langage pour moi, un langage secret, un langage silencieux d'ailleurs, un langage silencieux et un langage qui n'utilisait pas les mots, puisque je n'avais pas les bons mots. Et le dessin traduisait ce mal-être d'une manière un peu explosive. Je ne savais pas trop ce que je dessinais, je ne savais pas ce que je faisais, mais je le faisais quand même. Et c'était un chemin de traverse. Moi, j'ai la même expérience, en tout cas, pour le point de départ du silence, effectivement, c'est aussi mon père, qui était un taiseux, comme on disait, d'éducation protestante, donc on n'exprime pas ses sentiments, on ne montre rien, on est impassible. Et le silence n'était rompu que pour des... C'est ce que je raconte, de façon que j'espère humoristique dans le roman, c'est-à-dire que pour des cours, des espèces de cours, non pas sur la vie justement, c'est ça qu'on aurait attendu, mais des choses un peu techniques, la sexualité, la reproduction, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout ça allié évidemment à la morale. Donc en réalité, ce que j'appelle parler pour ne rien dire, quand il parlait, il ne disait rien en réalité d'important pour nous, ses filles. Mais c'est aussi peut-être plus douloureux pour moi le silence des femmes, puisque il y a eu un silence sépulcral concernant donc un abus sexuel où la seule chose qui m'a été opposée quand je l'ai dit, puisque contrairement à beaucoup d'enfants qui ne disent rien, moi je l'ai dit. Et ce qui m'a été opposé, c'est ce que tu viens de me dire, ne le répète jamais. Je pense d'ailleurs que c'est vraiment là, le silence, le silence imposé par les femmes. Là, il n'y avait pas d'hommes du tout, mon père n'a même pas été au courant, je pense. Mais il y a eu un conseil de famille uniquement féminin, les tantes, la mère, la grand-mère, enfin... c'était vraiment, surtout que ça ne se sache pas. On va s'arranger autrement, mais il ne faut pas en parler. Et je pense que c'est vraiment, pour moi, fondateur du besoin d'écrire. On m'a dit ne le répète jamais, et bien 30 ans plus tard, j'ai entrepris de le répéter. En l'écrivant, je suis la fameuse petite rapporteuse, vous savez, quand on est petite, vilaine rapporteuse, ben, je ne cesse pas de rapporter en fait les choses dont je sais que on n'aurait pas voulu que je les dise. Donc, voilà, donc l'écriture, je pense que c'est une façon, je pense, pour Florence, comme pour moi, Florence, il y a le dessin aussi, mais de rompre le silence, bien sûr. D'accord. Une question pour vous, notamment Florence, c'est autour de la religion, qui a une place très importante dans l'album et dans votre famille. Et
Et aujourd'hui, cette place qui était donc très importante, on s'est demandé si dans votre aujourd'hui comment vous composiez avec dans votre vie d'artiste, d'écrivaine, de dessinatrice d'albums. Est-ce que comment vous composiez avec cette expérience de la religion? J'étais une petite fille très croyante parce que j'étais très enveloppée dans cette religion qui était merveilleuse. Hein. Tout nous est expliqué. C'est le monde est facile à comprendre. Et j'ai vécu une grande trahison quand j'ai compris qu'on me racontait des histoires. Et donc cette trahison, elle ne m'a pas empêchée d'être toujours attachée, non pas à la religion elle-même, mais au sentiment religieux. Que j'ai toujours, et je sais très bien que je peux replonger. J'ai très peur de ça. J'étais à la frontière plusieurs fois de replonger, notamment dans des moments de chagrin, de fragilité. Je me rappellerai toujours j'étais en déplacement dans un salon et j'étais fatiguée, j'étais triste. Et le matin, on était dans un hôtel et il y avait un hôtel qui louait des salles pour d'autres personnes, des entreprises. Et là, il y avait une cérémonie religieuse avec des gens qui chantaient. Et je les entendais à travers une porte battante. Et tout d'un coup, quelqu'un a ouvert la porte. Et les chants sont arrivés et je me suis dit, si j'y vais, je ne reviens plus. Alors, c'est sans doute un caractère peut-être un peu total. Je suis très attirée par le fait de tout laisser partir et marcher, par exemple. C'est une forme d'engagement mystique qui m'attire énormément. Ça, je ne l'ai pas oublié, ça restera toujours. Et pour moi, c'est une grande richesse. D'accord. Et le féminisme est-il forcément pour vous synonyme d'athéisme? Non, absolument pas. Ça n'a rien à voir. Après, la structure même de la religion, les textes religieux seraient à réviser en long, en large et en travers sur la question du langage notamment et des mots utilisés. Mais c'est pas antithétique à mon avis. Maintenant, la question du féminisme dans les livres, là, c'est autre chose. On me dit souvent que j'ai fait des livres féministes. S'ils le sont, c'est malgré eux, parce que je ne fais pas de militantisme dans mes livres. Pour moi, ce sont deux choses qui sont très différentes. D'accord. Bon, on y reviendra plus tard. Et comment, donc une question pour vous deux, comment vos familles ont reçu votre roman et votre album? Mal. C'est un sujet toujours délicat, on va pas se mentir. Il y a une forme de brutalité que j'assume totalement. Je sais que je suis brutale, mais pour moi, c'est une éthique d'écriture. C'est peut-être immoral, mais c'est une éthique d'écriture et je ne pourrais pas édulcorer. Même si j'ai beaucoup d'amis qui sont auteurs et qui ont d'autres manières de faire. Et ils vont montrer, par exemple, à la famille. Ils vont, pour certains, même convoquer. Alors, on parle de dessin ici, des gens de la famille pour les prendre en photo, dans des recompositions de scènes. Ça donne des albums extraordinaires. C'est pas moins bon. Hein. Ils ont une autre éthique d'écriture. Moi, j'ai celle-là et je ne peux pas faire autrement. Et tant pis pour les autres. C'était un petit peu la réception comme familiale. C'est quand même des choses qui parlent beaucoup de soi et donc. Oui, mais bon, là, j'ai pas grand-chose à dire parce que je crois que de cette façon, le silence se prolonge. C'est-à-dire que j'ai très peu de. J'ai eu toujours très peu d'écho. On ne parle pas beaucoup. Enfin, mon père est décédé maintenant, mais je me souviens que pour mon dernier livre, je lui avais donné et j'attendais qu'on m'en parle. Et je crois que j'avais fini par lui demander. Et il m'avait dit très exactement bof. Donc, si vous voulez, il a fallu que je fasse avec cette réponse assez succincte. Voilà. Donc, je n'ai pas. Okay. Ce ne sont pas des littéraires et donc ils continuent à ne pas avoir trop de réactions.
sûr. D'accord. Mais il me témoigne toujours beaucoup d'affection dans ma famille. Je veux dire, ça n'interfère pas. Le silence a cela de bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de reproche. Ou sinon, de reproches muets. Alors on avait une deuxième partie de questions qui tourne un petit peu autour du féminisme, même si on peut en débattre effectivement du qualificatif, mais bon, c'est quand même des œuvres qui abordent, en tout cas de manière importante, les relations entre les filles et les garçons, et puis aussi... même si les mouvements féministes ne sont pas présents, en tout cas il y a des petites touches. À un moment, il y a la question de la loi Veil qui est abordée, il y a, voilà, dans les deux œuvres. Et donc la première question qu'on se posait, c'est alors, quand est-ce que vous vous êtes dit que vous étiez féministe? Si vous le dites, enfin, pour nous ça a coulé un peu de source, mais peut-être que... et à quel moment, il y a tout ce que vous nous avez décrit sur comment on observe, on revient sur son histoire familiale, et comment est-ce à quel moment on utilise ce mot ou pas d'ailleurs? Alors moi je suis féministe, mais je le suis dans ma vie privée. Donc je ne suis pas porteuse d'étendard, je sais très mal faire ça. Je sais très mal parler du féminisme, donc je laisse ça à ceux qui savent faire. Et je pense que j'ai toujours été féministe, en réalité. Parce que comme beaucoup de personnes avec un sens aigu de la justice, eh bien, c'est pas parce que ma mère a fait des choses qui sont voilà, qui ont été à mon grand désavantage, que je n'ai pas encore expliqué, mais qui m'ont été très préjudiciables. Je ne vois pas pourquoi je ne l'aiderais pas si elle est dans la merde, par exemple. Et donc j'exerce ce féminisme dans des actions discrètes mais concrètes. Donc c'est un féminisme concret qui agit. Et pour en revenir à un album comme Pucelle, moi je pense que n'importe quelle femme qui écrirait sa vie serait dans le cadre d'idées féministes, et n'importe quel homme qui écrirait sa vie avec un tout petit peu de bonne foi aussi, en creusant un peu, en réalité. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi je me déclarerais plus volontiers féministe, parce que pour moi féministe, ça n'est pas comment dire, ça n'est pas forcément être militante, c'est juste souhaiter que dans toutes ses actions, dans toutes ses relations avec les autres, soit bien clair pour tout le monde que je recherche et je demande l'égalité complète. Voilà. Donc je n'écris pas des livres façon pas des manifestes féministes, mais j'écris avec ce que je suis, et la question m'intéresse, et donc oui, je peux tout à fait revendiquer. Le féminisme n'est pas une injure, c'est ça que on est un peu souvent obligé de dire ça, parce que je remarque, enfin, notamment avec des jeunes, ça m'est arrivé d'être avec des écrivaines, je sais pas, de 25 ans, et une de leurs premières phrases, comme une défense, c'est « Ah mais moi je ne suis pas féministe », comme si c'était quelque chose de négatif, un reproche, alors que, je sais pas, ça me choque qu'on puisse se définir négativement comme ça. Je ne suis pas féministe. Comme si c'était une tare ou un défaut. Donc je suis féministe. Et du coup, alors, bon, c'est pas un livre qui est un étendard, mais est-ce que, si c'est pas une façon de militer, en tout cas, est-ce que ça peut être une façon de contribuer? Alors, pour nous, en tant que lectrice, la réponse, elle est certaine, mais en tant qu'autrice, est-ce que c'est aussi d'apporter sa pierre à Bien sûr, tant mieux, j'en suis ravie. Bien sûr. Après, comme vous dites, Camille, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, ou en tout cas des femmes, qui ont peur de ce mot féminisme, parce qu'elles
elles imaginent que c'est tout de suite rentrer dans le champ du militantisme. Et du conflit, Oui, de la conflit, guerre et entre... du conflit militant. Oui, voilà. Et ce conflit militant, c'est vrai qu'il peut faire peur, alors que le féminisme, comme vous le dites, vous l'expliquez très bien, c'est juste vouloir être traité autrement qu'un paillasson. Voilà. Un jour de pluie. Oui. Et donc, moi, je crois qu'il y a cette confusion qui est faite entre militantisme. J'ai énormément d'admiration pour les militantes et les militants. Mais c'est vrai que pour la question du féminisme, il y a peut-être cette peur, cette crainte d'être associée à une forme plus, on va dire, batailleuse du militantisme. Mais je suis tout à fait ravie de pouvoir contribuer, grâce à des albums comme cela, à faire avancer les questions féministes. Oui. Et puis du coup, on avait mis dans la présentation que vous étiez aussi, c'était un peu une question aussi qui venait, mais ça va avec la présentation, que vous étiez dans un collectif de lutte contre le sexisme. Donc au-delà de ce qu'on écrit, est-ce qu'il y a d'autres engagements aussi Est-ce que les œuvres participent à d'autres engagements aussi? Alors ce collectif s'est monté avant MeToo. Parce que beaucoup d'autrices se rendaient compte qu'elles vivaient sur les salons notamment des situations qui n'étaient pas acceptables et qu'il y avait un silence autour de tout ça, une convention qui faisait en tout cas des conventions qui faisaient qu'on n'en parlait pas, qu'on n'avait pas le droit de dire les choses. Et grâce au réseau, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients, grâce au réseau, eh bien, cette parole a été partagée en privé, sur des groupes privés, où beaucoup de femmes ont pu, des autrices, dire tiens, il y a un tel, voilà, attention, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Et nous avons toutes décidé de publier des expériences de manière anonyme, de manière à ne pas stigmatiser que ce soit un homme ou une femme, mais de dire voilà, ça se passe comme ça. Et ça a été très important, en tout cas dans le paysage de la bande dessinée, ça a beaucoup fait bouger les choses. C'est-à-dire que les hommes ont compris, que nos camarades auteurs ont compris que c'était problématique et qu'on ne pouvait plus se comporter comme ça. Donc ça a beaucoup assaini les relations dans ces manifestations où tout le monde boit beaucoup, je ne veux pas le cacher. Voilà. Donc les dérives arrivent très vite. Et est-ce que pendant le milieu littéraire, c'est des choses aussi qui ont pu exister, enfin des collectifs ou des choses comme ça Oui, il y a plutôt des projets d'écriture, de choses comme ça. Mais je pense que ça va se développer, parce que on parle maintenant. Mais en tout cas, moi, je ne participe pas spécialement à des collectifs, mais je suis très renseignée là-dessus par ma fille, puisque j'ai une fille de 25 ans qui est, elle, très militante, on peut dire, enfin, qui me recadre régulièrement. Donc je suis très informée de tout ce qui se passe dans le féminisme, y compris un peu radical parfois, ce qui donne lieu à de grandes discussions. Mais en même temps, vous disiez que MeToo avait aussi été, j'avais lu que MeToo avait déclenché un peu l'envie d'écrire. Oui, parce que ça a tellement libéré la parole que, en fait, le point de départ, c'est ça a libéré la parole et un jour vraiment presque comme ça par désœuvrement, je me suis dit tiens, si je faisais la liste sur une feuille de papier de tous les abus de toutes sortes, depuis vraiment juste un mot de travers, se faire siffler dans la rue, des choses vraiment mineures, et pour ma génération qui ne enfin, on n'y faisait même pas attention. C'est-à-dire que quelque chose comme ça, moi, ma fille peut rentrer complètement ulcérée parce que un garçon lui a dit bonjour dans la rue. Alors moi, je suis un peu... Je dis, bon, écoute, il était gentil, il était poli. Ah, mais tu te rends pas compte, mais moi, j'ai pas envie de lui parler. Voilà, enfin, bref. Et donc, ça fait partie des discussions où là, il y a vraiment le fossé générationnel. Mais enfin, ça se passe toujours avec pas mal d'humour, donc ça va. Mais donc, voilà, c'est toujours... difficile de s'adapter à
Bon, alors j'avais fait donc la liste, et il y en avait tellement, mais il y en avait tellement, c'est-à-dire que quand j'ai recherché dans ma mémoire des choses que je n'avais même pas relevées à l'époque, je me suis dit, mais c'est fou en fait. Moi-même, j'avais intériorisé le fait que c'était normal, que ça n'avait pas d'importance. Et c'est de là qu'est venue l'idée du livre. Alors évidemment, je n'ai pas tout repris. Et c'est très curieux d'ailleurs, parce que j'en ai repris qu'une infime partie. Bon, des choses à la fois quelques-unes anodines et d'autres gravissimes. Et j'ai beaucoup de retours de lectrices. Alors il y a les deux extrêmes, mais enfin il y a quand même un certain nombre de lectrices qui me disent quand même vous avez chargé la barque c'est une caricature. Et malheureusement non, ce n'est pas une caricature parce que j'ai enlevé énormément de choses, parce que ça aurait passé vraiment pour quelque chose de fou en fait. Bon, évidemment ma vie est quand même assez longue déjà, donc évidemment sur des décennies il s'est passé beaucoup de choses, mais depuis l'enfance jusqu'à maintenant on se dit quand même, voilà, être une fille, être une femme, ça n'est pas une sinécure. Ça me fait une parfaite transition vers la dernière question du thème, c'est est-ce que de votre place vous êtes optimiste sur l'évolution de la société et sur voilà, les droits des femmes et leur place dans la société? Je suis de nature pessimiste, pardonnez-moi. Mais ça, c'est un penchant de caractère. Donc, ça n'est pas une vision définitive. Ce que je vois, c'est que les jeunes filles, les jeunes garçons, en tout cas, tout le monde a beaucoup plus accès à du matériau en ligne, mais que concrètement, dans les pratiques, ce que me disent des jeunes lectrices, parce que j'étais très étonnée d'ailleurs, je pensais avoir une éducation un peu vieillotte, et être justement, je fais partie des gens qui n'ont pas eu accès à Internet, donc dans un silence autour de ces questions féministes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et beaucoup de jeunes lectrices m'ont dit mais c'est ma vie, et j'étais très étonnée. Vraiment, ça a été une grande surprise, qui allait me dire mais tu racontes ma vie, j'ai vécu exactement ça, c'est exactement ça. Et enfin bon, pas dans les détails, mais de manière très générale. Et ça nourrit ma nature pessimiste. Après, voilà, les femmes savent très bien qu'un revers de fortune dans l'histoire, il suffit de pas grand-chose pour que les droits des femmes régressent énormément, donc tout cela est très fragile. Encore une fois dans le voilà, vers mon pessimisme à ce niveau-là. Oui, mais c'est ce dont on discutait Florence et moi avant le début de la discussion, c'était sur le fait que moi quand j'ai lu Pucelle, donc j'ai été frappée parce que pour moi ce que je racontais c'était vraiment typique des années 60-70. Et de voir que donc une génération, donc si on considère qu'une génération c'est 20 ans, donc à peu près une génération plus tard finalement, ce que Florence raconte, c'est pas très différent, il y a énormément de points communs, ça m'a vraiment frappée. Et puis alors si en plus effectivement des filles qui ont 18 ans maintenant partagent cette expérience, c'est vrai que c'est assez, pour moi c'est assez troublant, parce que il y a quand même eu beaucoup d'avancées, beaucoup de revendications qui ont abouti. Alors avec des risques de régression, de retour en arrière. Enfin, faut être très vigilante, c'est certain. Oui, dans tous les domaines, y compris législatifs, parce que ça peut changer assez vite. Alors, comme tu veux. Avant d'enchaîner vers le troisième thème qui est autour des hommes, du coup on voulait lire un petit extrait donc de Filles. Mais maintenant que vous avez obtenu le droit à l'avortement, la contraception, etc., il faut vous calmer. C'est fini de brûler les soutiens-gorge et de déclarer la guerre aux hommes. Il faut viser l'entente et l'harmonie entre les sexes à présent. Oui, enfin, les hommes sont quand même toujours les plus forts, ils ont l'instinct de domination. Nous, les filles, on subit. Moi, par exemple, tu vois, quand je rentre
Quand je sors tard le soir, même à Rouen, dans la rue, j'ai peur. J'ai pris l'habitude de mettre mes clés entre mes doigts, comme un coup de poing américain. Vous ne faites pas ça, vous? Non, admet Daniel. Mais les hommes ont peur aussi, tu sais, ne crois pas ça. Sur la peur, on est à égalité. Dès la petite école, on a peur de ne pas être à la hauteur. On doit rester sur ses gardes tout le temps, se bagarrer, ne pas pleurer, impressionner les filles. On a peur de ne pas être courageux, peur d'avoir à se battre pour montrer qui est le plus fort, peur de ne pas l'être. Quand on grandit, on a peur de ne pas bander au moment où il faut, peur de ne pas assurer, peur de se faire humilier. Non, je t'assure, c'est terrible de faire le garçon. C'est moi. C'est toi ou moi? C'est moi. Non, c'est bon. Donc, sur le sujet des hommes, on sent dans vos deux œuvres que, en fait, les femmes continuent à désirer les hommes, malgré tout. Et malgré ce qu'elles subissent. Et on se demandait comment vos deux héroïnes ne les amènent pas à détester les hommes. Il est vrai que la logique voudrait. Il est vrai. Mais la détestation, elle est trop radicale. La vie est plus complexe. Moi, j'ai plutôt ressenti une détestation de moi-même. Après, l'attirance pour des hommes, le fait que je puisse avoir des moments de rire, de grande complicité avec eux. Je ne veux pas dire que ça effaçait tout, mais bien sûr, je ne pouvais pas être dans une radicalité totale, même si je comprends qu'on puisse, par exemple, faire des choix politiques de séparation totale quand on se sent en danger. Et beaucoup de femmes se sentent vraiment en danger. Pour cette jeune fille qui sent le désir monter malgré des frustrations, des colères, un ressentiment, un vrai ressentiment de ne pas vouloir être une fille et de ne pas pouvoir être un garçon, non pas physiologiquement, mais pour le symbole que ça représente, eh bien, j'ai utilisé un personnage qui ressemble un petit peu, alors on ne le voit pas souvent en littérature, pour une fille, à Portnoy. Donc ce garçon qui est plein de ressentiments, il n'arrive pas à draguer, elle non plus, et qui se masturbe tout le temps, de manière jubilatoire, et tout le temps. Et c'est ce que je voulais montrer avec ce personnage féminin qui est un petit peu éloigné des clichés de la jeune fille, qui est dans l'amour. Non, elle est pleine d'effluves assez sombres et laides, finalement. Mais ça n'empêche pas de désirer. Au contraire. C'est pire. C'est presque pire. Le fait justement d'avoir cette frustration de ne pas être un garçon, et en plus de ne pas pouvoir avoir de garçon, parce qu'elle est moche, elle est mal dans sa peau. Après, on parle de ce personnage-là à cet âge-là. Aujourd'hui, eh bien, je ne dirais rien. Oui, mais je pourrais faire une réponse assez proche. C'est-à-dire que le désir, mais pas seulement le désir, mais enfin, effectivement le désir érotique, le désir sexuel qu'on peut avoir à l'adolescence, quoi qu'on ait vécu par ailleurs, oui, ça c'est une réalité. Ça peut ne pas, hein, effectivement. On peut très bien détester durablement les hommes après un abus, un viol, enfin ça me paraît tout à fait logique, mais moi j'ai une expérience différente et je dirais que c'est la différence sexuelle qui a toujours été pour moi un moteur. J'ai écrit tout un livre là-dessus, Dans ces bras-là, où c'est vraiment l'horizon masculin comme l'autre absolu, et donc l'autre, c'est-à-dire celui que je ne suis pas, et qui est comme un moteur, c'est-à-dire que j'ai envie d'aller vers ce que je ne connais pas. Alors que certains peuvent être, peuvent être attirés par...
je crois qu'on a toujours une altérité. Ça peut être quelqu'un qui parle une autre langue ou qui vient d'un autre pays. Pour moi, l'altérité maximale, c'est l'altérité en tout cas sexuelle, ou en tout cas ça peut être peut-être plus de genre, mais donc oui, et puis parce que il ne faut pas essentialiser les hommes en disant tous les hommes, on ne va pas tous les mettre dans le même panier. Je peux faire la différence entre un abuseur et un homme atroce, et puis voilà, moi j'ai eu de grandes histoires d'amour. J'ai beaucoup d'amis, hommes, des conversations avec des hommes qui vont très loin, et où chacun dit vraiment ce qu'il est, et donc c'est pas... Enfin, ça peut aller ensemble. Et on se posait la question de savoir si vous aviez, en dessinant et en écrivant vos œuvres, est-ce que vous aviez pensé, vous aviez pensé aux hommes à ce moment-là, dans le sens où comment allaient-ils le recevoir, comment allaient-ils au pluriel, est-ce que les hommes étaient à vos côtés dans ce processus de... Alors le processus d'écriture, pour moi, c'est un processus très personnel. Est-ce que j'arrive à me faire rire? Est-ce que j'arrive à me faire écouter une musique qui me sonner juste? Et donc là, personne n'existe. C'est l'écoute du musicien, c'est un moment très silencieux, et l'autre n'existe pas bizarrement, même si les livres lui sont destinés. Pour en revenir à la question de l'homme en général, c'est vrai que j'ai une sœur jumelle, donc la question de l'homme est un peu biaisée dans mon cas, parce que dans un couple de jumeaux, il y a en même temps une similarité totale et une altérité qui n'est pas voulue. On veut être les mêmes, mais malgré nous, on est différents, et il y a des rôles qui se mettent en place. J'avais le rôle du garçon. Et donc, le garçon désirant le garçon me mettait dans une position d'homosexualité qui était totalement refoulée dans ma famille, impossible. Et donc, désirer un garçon me mettait dans une situation morale, avec mon éducation chrétienne très complexe et très drôle. Du coup, vous avez répondu en partie aux questions qui suivaient, mais peut-être que d'ailleurs les hommes dans la salle pourraient réagir, mais on se posait la question de comment les hommes autour de vous, puisqu'on posait la question tout à l'heure de comment la famille avait reçu votre roman et votre album, comment les hommes autour de vous ont reçu, ont-ils reçu ça? Alors, moi j'ai un dessin qui est tragicomique. Donc je pense que je les ai fait rire. J'espère, parce que pour moi, tirer à boulet rouge, c'est intéressant aussi comme forme. Je le fais par ailleurs, mais pas dans ces albums. Voilà. Je voulais avoir cet équilibre juste entre comédie et drame, et également avoir une vision de tous les personnages, qu'ils soient féminins, masculins, homosexuels. Je n'en ai pas rencontré à cette époque-là de ma vie, ou alors je ne le savais pas. Donc il y en a pas pour l'instant. Mais je ne pouvais pas non plus oblitérer le fait que j'étais pleine de moi-même. J'étais pas une personne pure. Donc j'étais aussi animée de belles choses comme de mauvaises, comme peuvent l'être les hommes. Donc j'ai essayé de travailler dans un souci d'équilibre et de justesse. Moi aussi j'avais l'intention plutôt de faire rire, pas toujours, parce qu'il y a des scènes tragiques, mais de faire rire. Alors, je sais pas, certains hommes parmi mes lecteurs n'ont pas forcément le sens de l'humour, ou pas le même que moi, donc bon, c'est ça grince parfois un petit peu, sauf que ils se sentent assez mal lotis dans le roman. Bon, je n'ai pas. Il y a quand même beaucoup de réactions, mais parmi les amis assez proches, un peu comme dans le mouvement MeToo, c'est-à-dire des hommes qui découvrent des choses qu'ils
qu'ils ne soupçonnaient même pas et qui tombent des nues. Par exemple, dans Fille, à un moment, la narratrice sort du métro, elle accroche son manteau et il y a une trace de sperme qui dégouline. Elle se rend compte parce que dans le métro, il y avait les fameux frotteurs. Mais ça, j'ai un ami qui m'a dit, mais tu l'as inventé. Moi, j'ai dit, écoute, je veux dire, c'est archi connu. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça de la vie quotidienne. Enfin, j'espère que ça n'est pas quotidien, mais enfin, voilà, de la vie courante qui parfois sont de vraies découvertes pour certains hommes qui vraiment ne savaient pas. Et peut-être ne savaient pas à quel point c'était courant et ordinaire. C'est ça surtout. D'accord. Je continue sur... Et donc on voulait explorer un peu avec vous le registre plutôt des émotions, puisque donc vous voyez venir sur l'idée de la colère beaucoup. Et on a trouvé, alors peut-être que vous nous contredirez, mais on a trouvé qu'il y avait quand même deux postures différentes dans vos œuvres face à la colère, face à la révolte de sa condition de fille-femme, deux postures qui s'expriment de manière vraiment complètement différente. Alors il nous a semblé que l'une était très en colère et que l'autre était plutôt passive. Et que l'autre était plutôt passive, une héroïne plutôt passive. Et donc du coup, pour celle qui est en colère, est-ce qu'on dessine ou est-ce qu'on écrit parce qu'on est en colère? Je crois que c'est vous. Oui, je crois. Par exemple, tout le mouvement punk n'est que ça. Et on peut avoir un dessin qui se rapproche de donc une écriture agressive, le geste du dessin lui-même qui est colérique. D'ailleurs, c'est très très intéressant à voir. On peut dessiner un personnage avec ce qu'on appelle la ligne claire, une ligne très 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 maîtrisée et une ligne colérique. Donc le trait lui-même est porteur de sens et de sensations, d'émotions. Donc ne serait-ce que dans ce trait, même s'il n'a aucun sens, on va retrouver la transcription d'une émotion. Après, ce qu'il montre, dans le cas de ces albums-là, je suis partie dans des caricatures assez féroces d'expressions qui sont allées chercher dans une école de dessin qui est celle de Reiser, de Claire Bretéché, de Villemain, quelques références au manga notamment. On peut voir chez Dragon Ball des expressions complètement exagérées, mais qui traduisent finalement donc on peut penser qu'elles sont caricaturales, mais elles traduisent un état intérieur. Quand on a été bien dressé petit, on garde nos émotions. Et donc par politesse, on ne va pas les exprimer. Et cette façon d'être excessive dans le dessin, c'est uniquement la traduction d'un paysage intérieur. Dans Fille, en revanche, certaines situations, on pourra qualifier de denses, sont décrites sans affect, sans qu'elles ne fassent réagir l'héroïne du roman. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'elle était passive à certains moments. Et là où, dans Pucelle, la colère est montrée, elle est dessinée, elle est explicite, est-ce que ces situations, certaines situations qui sont vraiment laissées sans affect, est-ce que c'est pour laisser, on s'est posé la question, est-ce que c'est pour laisser l'espace au lecteur ou à la lectrice d'expérimenter le sentiment qui lui venait à ce moment-là? Puisqu'il n'en a pas d'exprimer, Oui. Puisqu'on ne peut pas s'identifier, qu'est-ce qu'on vient mettre dans cet espace vacant? Oui, mais je pense que c'est aussi que il y a un débordement d'affect négatif, violence, et une telle violence, enfin, évidemment, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre du blanc, quoi. C'est comme on tombe dans un trou, un blackout, voilà, quelque chose qui est donc très difficile à raconter, qui est très... Donc voilà, j'ai voulu restituer le souvenir que j'avais de ces moments particuliers. Par exemple, juste après la scène d'abus,
elle piétine une salade, elle était allée chercher au départ une salade dans le potager, et elle saute dessus, elle la piétine jusqu'à ce que la salade fasse comme un sang vert, et c'est ce sang en fait, ce sang de la salade qui est la seule expression de la colère. C'est-à-dire c'est transposé, mais bon, ça vient aussi, c'est aussi mon caractère, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je ne me mets jamais en colère dans la vie réelle. Ma colère, c'est l'écriture en fait, c'est l'humour, c'est l'ironie, c'est la brutalité de certaines scènes, parce que c'est ma seule façon de me mettre en colère. Un autre point commun à vos deux œuvres, c'est les duos que vous formez avec vos sœurs, enfin que l'héroïne forme avec sa sœur, et que vous formez avec votre sœur, je ne sais pas du coup entre l'autobiographique et toutes les deux réagissent complètement, quasiment à l'opposé, et dans les deux œuvres, ça se vérifie. Qu'est-ce qui explique que, alors à moins que ce soit caricaturé pour l'œuvre littéraire et l'album, mais qu'est-ce qui explique à expérience, à famille égale, à expérience égale, à sensation parfois égale, des réactions opposées, peut-être la fuite de la sœur dès qu'elle peut loin, et puis l'effacement de l'autre. Alors moi je ne pourrais jamais parler à la place de ma sœur. Donc ce que je traduis, c'est la sensation que j'ai eue de la voir, peut-être ne pas réagir, alors que moi-même je ne réagissais pas, je ne traduis que des émotions. Et les émotions, c'est personnel. À part les petits-enfants qui se mettent à hurler, c'est très difficile d'entrer dans une intériorité. Et cette intériorité de ma sœur, je ne peux pas la traduire. Donc je ne peux montrer que des bribes, que je vais moi-même interpréter, puisque l'autre est impénétrable, hein. C'est un immense mystère. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'elle vivait mieux certaines scènes, peut-être que moi, mais je n'en suis pas sûre. Je ne sais pas. Donc c'est vrai qu'il y a ce duo. Alors ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui avait plus d'assurance, c'est quelqu'un, et ça se traduit bien sûr par des réactions, par une vie sociale plus riche, moins de mutisme, puisque on parlait du silence en début de rencontre. C'est un personnage qui est très mutique, qui ne parle jamais, qui a arrêté de parler, alors que ma sœur était beaucoup plus volubile, beaucoup plus apte à aller vers l'autre, et l'autre masculin surtout. Mais c'est une présence qui est très importante, qui est un miroir pour moi, et un miroir déformant. C'est-à-dire que moi je suis le côté déformé du miroir, et elle est pour moi le côté beau. Donc dans le palais des glaces, je suis le miroir. Pour moi, c'est un grand mystère, les fratries. Moi non plus, je ne peux pas parler du tout à la place de ma sœur. Et là en l'occurrence, d'ailleurs, il vaudrait mieux parler de la narratrice et de sa sœur, parce que ça n'est pas exactement décalqué de ma vie. Même il y a beaucoup de choses qui sont non pas inventées, mais qui sont transposées. Non, mais enfin, les jumelles, c'est encore différent, mais par exemple, j'ai écrit un livre sur la petite danseuse de 14 ans, le modèle de la statue de Degas, et ça m'a beaucoup frappé, parce que ce modèle, donc cette jeune fille de 14 ans, donc, au moment où elle pose pour Degas, avait deux sœurs. Donc elles étaient trois sœurs et très proches, donc élevées exactement dans un milieu pauvre, le père était parti, donc élevées de la même façon, qui ont été engagées toutes les trois pour se nourrir, pour nourrir la mère aussi, à l'Opéra de Paris comme petits rats. Eh bien, il y en a une qui a fait de la prison, qui s'est prostituée, qui a volé l'aînée, qui volait ses clients, qui est allée plusieurs fois en prison, à la prison de Saint-Lazare. La seconde, qui est le modèle, donc Marie Van Goethem, qui elle-même s'est prostituée, a fini, on ne sait pas trop, parce que c'est la seule dont on ne connaît pas la date de la mort, ni le lieu où elle est morte.
Et puis la troisième est devenue une grande danseuse, elle est allée un peu partout dans le monde, et elle a fini comme professeure très réputée à l'Opéra de Paris. C'était la même famille, de milieu populaire, vraiment. Donc, bon, pourquoi c'est aussi des questions de rencontres, c'est très, très mystérieux. Et donc, les sœurs peuvent avoir des caractères très différents, réagir très différemment. Ça dépend, alors ça c'est plus psychanalytique, mais ça dépend de la place dans la fratrie, selon qu'on est la première, l'aînée, la cadette. Donc, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est quand même très mystérieux, le destin de sœurs ou de frères et sœurs. Comment ça peut être différent dans les familles. Alors, on va passer à une partie un peu plus autour de l'écriture. Alors, je me suis spoilée un peu toute seule parce que je vous ai déjà parlé un peu de MeToo et vous avez expliqué déjà un petit peu qu'est-ce qui avait été le déclencheur de l'écriture de filles. Mais du coup, la question quand même se pose aussi pour vous. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Parce que vous avez écrit d'autres choses avant qui ne sont pas forcément de la même nature. Et donc, qu'est-ce qui est le déclencheur un petit peu de cette œuvre-là? Une lente maturation, mais bon, il y a des déclencheurs familiaux, une géographie qui bouge. En tout cas, et quand la géographie bouge, ça peut être des gens qui se séparent, on déménage, on va ailleurs, et bien tout bouge. C'est une sorte d'engrenage infernal, on n'y peut rien. On continue. Donc ça a été le cas. Et à ce moment-là, j'ai commencé à traiter de l'enfance. C'était des souvenirs qui étaient toujours sur le devant de la scène, si on imagine ces souvenirs comme une sorte de pièce de théâtre. Il y a des acteurs principaux qui prennent toute la place, qui font beaucoup de bruit. Et c'était le cas de ces souvenirs d'enfance. Et je savais qu'il fallait que je m'en débarrasse. Mais bien, correctement. Et donc j'ai commencé ce travail sur l'enfance qui était trop vaste pour être abordé en une seule fois. Donc j'ai choisi de le traiter de façon thématique. Avec le rapport aux animaux, il y a la hiérarchie dans le vivant et donc dans la famille en premier, puis la thématique de la sexualité, de la non-sexualité dans l'enfance, et je terminerai avec la gémilité. Voilà. C'est tout. Et quels sont un petit peu, alors vous avez déjà donné quelques éléments, mais vos procédés d'écriture, votre manière d'aborder le travail d'écriture? La réécriture. Un premier jet qui est très mauvais, mais qui a besoin d'exister pour ensuite être affiné, retravaillé, relu. Je réécris au moins 5 fois cette phase d'écriture qu'on appelle le scénario et qui allie en même temps dessin, mise en scène, équilibre entre le texte et le dessin. J'essaie de trouver des images qui vont être nourrissantes et pas répétitives quand on est dans la description, en tout cas du dessin, en passant par le dessin. Du quotidien, ça peut vite être ennuyeux puisque le quotidien est en soi répétitif. Et donc je sollicite des images qui essayent de faire un pas de côté grâce au dessin. Voilà, pour enrichir ce qui pourrait être un récit graphiquement un peu plat. Et une fois que l'écriture est terminée, là je vais très très vite. Mais c'est la précision qui compte, c'est une précision que je retrouve beaucoup dans votre travail d'écriture. Une précision dans la justesse du tout petit événement, celui auquel on ne pense pas, celui justement qui est évacué, puisque les gros événements prennent toute la place. Mais ce sont ces petits événements qui font que justement des lecteurs vont pouvoir dire oui, c'est exactement ça. Cette précision, je la retrouve vraiment beaucoup dans votre œuvre. Oui, mais c'est vrai. Mais alors, il faut combien de temps en tout pour faire une BD? C'est très variable. Très variable. Parce que comme vous dites, après ça va très très vite. Et vous pour le dessin, oui. Par exemple, pour un album de 250 pages, ça me prend 4 mois. Donc c'est très rapide. Oui, c'est rapide.
Et pour le roman, qui aussi est Alors, très travaillé, effectivement. Oui, alors moi je n'ai pas du tout de premier jet parce que c'est un peu névrotique. Je ne peux pas passer à la page 2 si la page 1 ne me plaît pas. Donc ça veut dire que je vais travailler au début, je sais pas, la première page, jusqu'à ce que j'en sois contente. Et c'est seulement à ce moment-là que je continue. Donc j'avance très lentement, mais quand j'ai fini, j'ai fini. Il n'y a pas de deuxième... Enfin, voilà, il y a un seul jet, mais qui peut prendre 2 ans, mais 3 ans même, parfois. Mais parce qu'il y a toute une phase où je n'écris pas, où je réfléchis, il y a des tas de choses qui tournent dans ma tête. Et la phase même d'écriture, ensuite, elle est assez lente, mais elle est effectivement retravaillée presque phrase par phrase, avec un souci de la précision. Et dans le détail, je travaille beaucoup, enfin ça paraît une évidence, à partir des mots eux-mêmes. Parce que ce sont souvent les mots qui me donnent, les mots, des expressions, des souvenirs, de phrases qui déclenchent. Par exemple, la première page, bon, évidemment il y avait le mot fille, avec les 4 principaux sens du dictionnaire, mais par exemple j'écris le verbe naître, et j'entends en même temps naître, une apostrophe, enfin la négation de être, et voilà. Et donc il y a beaucoup le texte avance comme ça beaucoup, phonétiquement, musicalement, enfin donc c'est pour ça ça va très lentement, mais c'est travaillé dès le départ. Il n'y a pas un premier jet où je raconte juste une histoire, parce que justement l'histoire ne peut avancer que par le travail de la langue. Oui, c'est dans un enchaînement, quoi. C'est de la couture, c'est du tricot, c'est du... Enfin, donc je peux pas sauter une maille en me disant je reviendrai après, quoi. Donc c'est ma façon de faire. Alors, on avait une petite question sur la couleur dans le Pucelle. Alors, on avait quelques idées, nous, pourquoi du noir et blanc, et puis le rose rouge, mais on veut bien que vous nous donniez un petit peu votre... Eh bien, le rose, c'est une couleur qui est assignée aux petites filles. Le rouge également. Donc le rose, bien sûr, c'est une façon de s'en emparer et d'en faire autre chose, quelque chose de plus violent, puisque la petite fille, la femme, est une personne violente comme tout le monde. Et ce rose tire très 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 régulièrement vers le rouge, donc vers la chair, la question de la chair, qui est une sorte de fil rouge dans l'album, la question de la chair, et dans mon travail en général. Le ressenti dans le vivant, dans les fibres des muscles, dans le corps lui-même. Et cette couleur rouge qui passe du rose très mignon au rouge hardcore, avec le dessin qui bien sûr représente des entrailles parfois, des flux qu'on ne retient pas. Et bien cette couleur, elle devient narrative et symbolique. Alors du coup, on voulait l'illustrer un peu, alors ça va bien avec les deux, parce qu'on voulait montrer du coup, c'est dans le tome 1, et donc c'est le moment où il y a la fameuse discussion, donc où les parents convoquent chacune des 2 petites filles oui, la convocation. Pour expliquer un petit peu ce que c'est, ce qu'elles vont découvrir en grandissant, les règles, les transformations, la puberté, etc. Et donc où on disait tout dans la présentation que c'était assez expressif, on voit bien le visage qui se transforme de la petite fille, et puis derrière la couleur du sang rouge, et puis toutes les images, le corps presque déformé dans ce qu'elle peut... oui, dans l'imaginaire d'un enfant, mais un petit garçon c'est pareil. Je pense que... il y a la question des entrailles qui est très angoissante pour la petite fille, mais je pense que le petit garçon a d'autres angoisses. Comment rentrer dans une personne, ça, en soi, ça doit être très très angoissant. Ce sont d'autres angoisses. Et ces angoisses, comme elles ne sont pas précisées, en tout cas pour mon cas,
eh bien, elles deviennent monstrueuses. L'imaginaire, surtout l'imaginaire enfantin, a cela de merveilleux et de terrible, qui va toujours vers le pire. Et on voulait illustrer aussi alors le rouge, le sang et le travail de la langue. Et on a choisi un petit extrait où alors il y a plusieurs passages comme ça où vous explorez des expressions autour d'un thème, alors il y a beaucoup de choses autour de garçon, le masculin qui est négatif, le masculin qui est positif. Mais on a choisi celui sur les règles, où donc vous utilisez montrer toutes les expressions. J'attends mes machins, Tatera Gnagna, elle a reçu sa lettre mensuelle. Nous avons nos histoires, vous avez vos périodes, elles ont leurs Mickey, leurs Bidule, leurs Isabelle, leurs coquelicots, leurs ours. Les Anglais ont débarqué, je reçois mes parents de Montrouge. Le cardinal est arrivé, l'armée rouge est en ville, le ketchup est servi. Mon minet a le nez cassé, tu repeins ta grille en rouge, elle touche sa paille en rubis. Nous faisons de la moule à la tomate, vous préparez du coulis de fraises, elle cuisine des rougets. Nous les filles, nous payons notre tribut à la lune, nous traversons la mer Rouge, nous recevons la visite de tante Flo. Nous avons notre mal semaine, nos bruilleries, nos ouin-ouin, nos mauvais jours, nos catimini. Nous faisons relâche, nous souffrons. Voilà. Je tiens à dire quand même que le travail sur la langue est absolument extraordinaire. J'ai été très très marquée par ça, parce que le langage, il nous trahit, il trahit tout. Attention au champ lexical que vous utilisez. Hein. Et j'ai lu, j'étais très marquée par un livre de Klaus Tellouet, je ne sais pas comment on prononce, qui s'appelle Fantasmagorie, et qui reprend les textes ce sont des récits qui soient épistolaires ou alors dans des journaux intimes de futurs nazis. Et tout est là. Quand on analyse le texte, tout est là et tout nous semble limpide avec cette analyse. Et l'analyse du langage, c'est quand même une grande partie extraordinaire de votre travail littéraire, me fait beaucoup penser à ça. Ah bah oui, ça, je pense que d'ailleurs les nazis s'employaient à manipuler la langue, à retirer certains mots, à en employer d'autres à la place. Enfin oui, ça c'est fondamental. C'est pour ça que aussi comme professeur, je n'ai cessé de dire aux élèves et aux étudiants que maîtriser la langue, connaître la grammaire, pouvoir utiliser la langue le plus profondément possible, c'était vraiment l'outil de la liberté, de la maîtrise de sa propre vie. Oui, ça, je crois, ça me paraît fondamental. Bon, alors, il y a toute la dimension ludique à laquelle je suis très sensible dans la langue aussi, les jeux de mots, les calembours, l'argot, bon, tout ça, là, toutes ces expressions, évidemment, elles ne sont pas toutes très courantes, mais je les ai trouvées dans justement des dictionnaires d'argot, des livres anciens. Pour moi, c'est le tissu de la langue, c'est extraordinaire. Alors, vous avez toutes les deux dit que vous espériez avoir fait rire vos lecteurs et vos lectrices. Et justement, à quoi sert l'humour? Qu'est-ce qui permet de dépasser, de transcender Alors moi, j'ai explosé de rire. Alors ça, rien ne peut me faire plus plaisir. Explosé de rire. Alors j'étais prise entre la terreur, l'effarement, et je me rappellerai toujours d'une phrase. C'est quand il y a cette femme qui couche avec son mari et elle pense à d'autres hommes et l'expression est vraiment... C'est rare hein, de rire, d'exploser de rire dans un roman. Et donc vraiment merci. Après l'humour, pour moi c'est une façon d'arriver à écrire. Sans l'humour ça serait beaucoup plus compliqué. Je pense que je ne le ferais pas. Enfin si, je l'ai fait sur des choses sans humour, mais j'utilisais pas le même dessin. Ici, je crois que j'ai besoin de transformer, peut-être parce que ça parle de l'enfance. L'enfance qui est ludique. Et peut-être, je ne serai pas définitive, affirmative, mais c'est possible. Pour moi, l'humour, c'est un peu la soupape aussi. C'est-à-dire que je sens bien quand j'écris qu'il y a des moments tragiques ou dramatiques très, très violents qui me font moi-même violence au moment où je les écris, enfin, qui sont difficiles à écrire.
Et j'ai besoin d'un passage dans une autre... de modifier mon point de vue, en fait, de regarder les choses autrement. Et puis je cite toujours cette phrase, alors je finis par ne plus savoir de qui elle est, je pense qu'elle est de Raymond Queneau, qui disait l'humour est fait pour décaper les grands sentiments de leurs conneries. Et c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, parce que voilà, on peut être embarqué dans des histoires, les grands sentiments, le pathos, l'amour, le tragique. Et il faut vraiment lutter. Moi, je l'ai de moins en moins en vieillissant, mais quand même, au début, j'avais une petite pente, comme ça, une petite pente, disons, parfois un peu au mélo. Et ça, pour ça, l'humour, c'est l'humour, l'ironie, enfin, voilà, ça. Et puis c'est un peu comme les cubistes, cette façon de montrer la même scène de différents points de vue. C'est-à-dire on peut voir un même événement de sa propre vie, on peut le raconter tragiquement, et d'ailleurs c'est un bon exercice dans les ateliers d'écriture. On peut le raconter tragiquement, on peut le raconter de manière comique, avec dérision, enfin... Tout ça, c'est une question de regard. Quel regard on porte là-dessus, et quel regard on veut que le lecteur, la lectrice porte sur cette scène qu'on raconte. Et puis il faut qu'il passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ce lecteur. Donc voilà, il ne faut pas qu'il reste comme ça. Accablé. Oui, ah ben non. Moi j'aime beaucoup rire dans la vie, et puis quand je lis... évidemment, quand je lis des pièces de Racine, je ris pas tellement, mais j'aime beaucoup Racine. Mais j'aime être bouleversée de différentes façons, parce que c'est aussi une émotion, le rire. Tout ce qui aide à supporter aussi. Alors pour l'anniversaire de mon père, nous avions joué une scène de Racine, mais de façon bouffonne. Ah oui, c'était très drôle. Ah bah oui, bien sûr. Oui, ça, la parodie, ça peut être, oui. Et puis, dernière question dans ce thème-là, après Filles et Pucelles, alors je crois que vous avez en partie répondu, mais allez-vous bifurquer vers autre chose, ou allez-vous continuer dans cette veine alors autobiographique, alors pas complètement autobiographique, parce que Filles n'est pas autobiographique, mais en tout cas dans l'écriture de soi, dans ces choses-là. Oui. Du coup, sur la gémellité. La gémellité, oui. D'accord. Moi je ne sais pas encore, parce que en fait j'aime bien aussi, j'ai un projet d'essai, mais je pense quand même plutôt, ce qui m'intéresse comme lectrice de plus en plus, c'est quand même l'écriture de soi, les récits personnels, enfin quelque chose qui relève de l'expérience. Bon, évidemment ce qui m'intéresse surtout c'est l'écriture, mais la façon dont c'est écrit, mais quand même voilà, je suis plus attirée par par l'écriture née d'une expérience, plus que par exemple, le roman historique. Voilà. J'aime bien que ce soit un peu ici et maintenant, plutôt que... Donc je ne pense pas que j'écrirai jamais un livre qui se passe... dans le Japon du XIIe siècle, mais bon, je ne sais, mais on ne sait pas, Il y aura peut-être une femme, héroïne. Voilà, oui. Il faudrait beaucoup de documentation. On en redécouvre maintenant qu'on va chercher un petit peu les personnages féminins qui ont existé, mais ont été assez cachés. Oui, c'était le cas pour la petite danseuse, pour le modèle de la petite danseuse, parce que tout le monde connaît cette sculpture de Degas, mais on ne savait rien d'elle, et voilà, j'avais envie d'aller la chercher dans l'anonymat où elle était. Et puis pour terminer nos séries de questions, et puis laisser peut-être place à des questions du public, on se demandait un peu quelles avaient été vos influences artistiques pour écrire ces œuvres. Certaines sont visibles et d'autres sont plus mystérieuses. Bon, j'ai cité des dessinateurs, des dessinatrices qui sont de cette école de dessin qui est un dessin un peu incisif, qui est plutôt un dessin
que je retravaille parfois, mais qui en général arrive immédiatement. Donc il y a une immédiateté entre ce que je ressens, donc se remettre dans un état particulier, et le dessin lui-même, qui traduit cette émotion personnelle. Mais après, pour les influences, bon, je peux citer Mafalda, évidemment. Ce sont les premières bandes dessinées que j'ai pu lire en Argentine, où je lisais en espagnol, je ne comprenais rien. Et puis j'étais trop petite pour comprendre vraiment bien Mafalda. J'ai lu Les Pommes d'Api des années 70-80, qui était absolument extraordinaire. Il y avait dans la littérature jeunesse une grande richesse, une folie dans les années 80. Qui est un peu plus assagie maintenant, c'est dommage, et on s'autorisait beaucoup de choses dans ces Astrapi, Pommes d'Api formelles. Bon, il y a encore des pépites aujourd'hui, bien sûr. Après, voilà, les influences, elles sont... je crois que j'ai été très influencée à un moment par des dessins psychédéliques, la culture psychédélique, la culture des années 70, alors que je suis plutôt une jeune fille des années 80, enfin je suis née en 78, mais j'habitais en Argentine. Et en Argentine, il y avait un décalage de 10 ans. Et donc il y avait encore beaucoup de personnes en pas de def, alors qu'on était dans les années 80. Il y avait encore cette culture un peu en décalé. Et en repartant au milieu des années 80 en France, je me suis sentie complètement, bon, avec en plus le décalage Argentine-France, mais même, il n'y avait plus du tout les mêmes références, donc voilà, c'est un ensemble. Certaines choses, je peux les pointer du doigt, voilà, Reiser, Saint-Pé, sans problème, et d'autres, un petit peu, c'est certaines références à certains mangas. Le manga, c'est extraordinaire, vraiment. C'est une culture graphique délirante. On peut y aller avec voilà, quelques réticences, c'est vrai, mais il y a des très 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 bonnes choses. Et ça, en revanche, la culture du manga, bon, c'était le Club Dorothée, c'était les animés, les dessins animés, on ne parlait pas d'animés, mais de dessins animés qui arrivaient, qui étaient obscènes. Ma mère nous interdisait de voir ça, c'était une obscénité, évidemment, mais qui était même assumée. Quand on avait Ken, le survivant des enfers, vous voyez Ken, c'est un type, il n'y a que des muscles, ça transpire, ça explose complètement. Là, la question de la chair était visible. Vous aviez Albator, cette espèce de type très mystérieux. Vous aviez Cobra, alors lui qui était dessiné comme Belmondo, c'était la référence, et lui qui transpirait le sexe, il avait une espèce de bras en métal, bon, très suggestif. Quand on est une petite fille qu'on voit ça, c'est très troublant. Mes influences sont enfin, très classiques, puisque enfin, elles sont. Il y a deux choses. Il y a l'influence classique, parce que j'ai toujours aimé lire, j'ai fait des études de lettres, donc voilà, je suis nourrie de la littérature qu'on appelle classique, mais tout ce qui est jeu de langue me vient essentiellement de mon père qui était passionné par cette émission, je ne sais pas comment elle s'appelait, mais c'était le dimanche matin, et il se réveillait exprès pour ne pas rater, c'était Francis Blanche, Pierre Dac, je ne sais pas, ça dit quelque chose au plus, voilà. Furax. Voilà, exactement. Et donc j'écoutais ça, lui, il riait, donc ça m'intéressait beaucoup de voir mon père rire, donc j'écoutais ce qu'il faisait rire, et je comprenais pas tout d'ailleurs, mais il y avait beaucoup de jeux de mots, et puis alors ensuite il y a eu Raymond DeVos. Enfin, j'ai été initiée beaucoup à cette culture du jeu de mots, en fait, du jeu avec la langue. Donc ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et ensuite ça a migré vers d'autres jeux de langue, parce que je me suis intéressée beaucoup à la psychanalyse. Voilà. Mais je dirais que mes influences sont essentiellement la littérature, et la littérature populaire, les sketchs, et puis la psychanalyse quand même beaucoup.
Que lisiez-vous pendant l'écriture, si vous lisez autre chose? Pendant l'écriture du- pendant de- l'écriture de... De- J'ai lu un roman qui... je m'en suis pas vraiment remise. J'ai lu Les saisons de Maurice Ponce. Ah oui, qu'est-ce que c'est ça. Et Magnifique. je n'ai pas pu relire autre chose derrière. Donc j'ai eu un deuil de lectrice. Je ne pouvais plus rien lire. Et j'étais habitée par cette espèce de conte grotesque pendant des mois. C'est vrai, il est assez peu connu. Il est très peu connu. Mais c'est magnifique, oui. C'est indescriptible. Voilà. Donc lisez-le, Les saisons de Maurice Ponce. Ouais. Moi, je me souviens pas. Enfin, je lisais beaucoup, puisque, comme par ailleurs, j'ai la chronique. Et puis, je suis dans un jury littéraire et j'ai la chronique littéraire dans le monde des livres. Donc, je lis tout le temps, y compris quand j'écrivais ce livre. Mais pour ce livre, j'avais relu, mais en amont, Simone de Beauvoir, Deuxième sexe. Et puis voilà, ensuite c'est plutôt des choses ponctuelles, par exemple aller regarder dans un dictionnaire d'argot comment toutes les façons de dire avoir ses règles, enfin des choses comme ça. Mais c'est plus informatif, parce que sinon j'essaie de ne pas, de même que je n'écoute pas de musique pendant que donc lire des textes qui me sont chers, ça fait interférence. Et puis je me dis bon bah laisse tomber. Voilà, donc c'est pas le bon moment. Ok, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, c'est pas terminé. Voilà, si l'idée c'est de... Alors moi, c'est pas une question. Je connais pas la bande dessinée, mais j'ai très envie de la connaître. Mais j'ai lu donc Fille, on m'a offert le livre. Et au début, les premières pages, je trouvais ça trop pédagogique. Je me disais, c'est systématique, tac, tac, tac. Et j'avais peur de continuer. Et après, mais les toutes premières pages, hein, peut-être 4-5 pages, peut-être. Et alors après, j'ai été complètement emballée, attristée, parfois une peine révoltée, en tout cas à un moment donné. Et puis, ben, j'ai 2 sœurs, et ben, je leur ai offert le livre. Voilà. Et l'écriture est vraiment magnifique, parce qu'il n'y a pas seulement ce qu'on dit. On sait ce que c'est une fille et les problèmes qu'on a en tant que fille et ce qu'on ressent, mais c'est savoir l'écrire, c'est ça le plus... Donc je vous remercie. Bonsoir. Donc, je fais partie des lecteurs, enfin, du jury de la librairie, donc j'ai eu la chance de découvrir vos 2 ouvrages. J'ai une question au sujet de Filles. Alors, en préambule, moi j'ai découvert votre œuvre et j'ai ouvert le livre et j'ai pas pu le refermer avant de l'avoir terminé. Donc je l'ai ouvert dans un train et j'ai été très frustrée du taxi qui m'amenait de la gare à chez moi parce que j'ai dû le refermer et je l'ai rouvert. Donc voilà, votre personnage m'a vraiment... son histoire m'a beaucoup touchée. En même temps, je fais peut-être partie de ces lectrices qui, à un moment, se sont dit mais tout ça pour une seule personne, est-ce que c'est possible? Et en même temps, alors, ma question c'est, j'ai été interpellée en même je me suis dit comment, et notamment dans sa relation avec son père, c'est-à-dire comment elle ne peut pas devenir folle de rage ou à un moment exprimer tout ce que moi j'ai vu comme des injustices ou en tout cas des choses qui étaient très dures, et je me suis même demandé comment on peut faire ça à sa fille. Enfin voilà, ça m'a vraiment interpellée. Et dans la dernière partie du roman, j'étais un petit peu en colère contre votre héroïne, justement dans son lien avec sa fille. En fait, j'ai pas compris qu'elle ne comprenne pas, ou en tout cas au regard de son parcours de vie à elle, qui est cette difficulté, cette incompréhension par rapport à la sexualité de sa fille notamment. Et du coup, voilà, c'était vous interroger là-dessus, parce que c'est un personnage très très fort. Et peut-être que du coup, je m'attendais peut-être à une fin où justement elle
elle transcende ce qu'elle est et qu'elle se montre comme une femme incroyable, une compréhension incroyable avec sa fille. Et je sais pas, donc ça m'a voilà, oui, beaucoup mais je interpellée. pense que c'est plus proche de la réalité plutôt que tout d'un coup l'illumination et que parce que elle-même justement a un chemin à faire, cette mère, justement de par l'éducation qu'elle a eue, d'où elle vient, et donc ça n'est pas évident pour elle du jour au lendemain de comprendre quelque chose à quoi elle n'a pas été préparée. Donc je voulais montrer ça, je voulais montrer que qu'elle est en quelque sorte éduquée d'une certaine manière, presque pédagogiquement, là, par sa propre fille. C'est sa fille qui, peu à peu, l'amène à comprendre, enfin à évoluer sur cette question, et notamment sur la question de ce que c'est qu'une fille. Parce que le roman évolue de la première phrase qui est « c'est une fille » à la dernière qui est « c'est merveilleux une fille ». Et donc, pour arriver à rajouter cet adjectif qui n'est pas rien, merveilleux, il faut tout un chemin. Et donc, je ne voulais pas que ça soit trop le happy end, voilà, la mère qui a tout compris. Je pense que c'est d'ailleurs dans la réalité souvent beaucoup plus compliqué que ça. Hein, c'est pas parce que on a beau être large d'esprit et ouvert, et bon, c'est une configuration nouvelle du désir, du rapport aux autres qui n'est pas évidente sinon à comprendre, du moins à accepter complètement facilement. C'est pas si facile que ça, je pense. Oui, non, mais ça va être d'autant plus, si tu as lu le livre, mais ça va être d'autant plus surprise, justement, que elle voit dans l'enfance de sa fille que sa fille s'inscrit différemment, que les deux autres petites filles, et que justement, pendant toute cette enfance-là, elle l'accompagne, notamment par rapport au regard du père. Moi, je trouve ça... Voilà, elle se positionne pour aider cette petite fille à être, et c'est pour ça que j'ai été d'autant plus surprise de cette... C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle-même est reprise par des préjugés, et puis parce que son mari lui dit mais comment, mais elle n'est pas féminine, c'est à cause de toi, tu lui as pas transmis les valeurs du féminin, et donc elle a une espèce de sursaut, elle se dit oui, c'est ma faute, j'en ai fait un garçon manqué, il faut rattraper les choses, enfin c'est très complexe en fait, tout ça. En tant que mère, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit se positionner, est-ce qu'elle doit orienter ou pas, enfin c'est d'ailleurs un peu comme dans d'autres domaines. Et en tant que parent, qu'est-ce qu'on a à faire, est-ce que comment, quelle orientation, si je puis dire, si je peux employer ce mot, quelle orientation soi-même on donne à son éducation. Et puis alors, par rapport au père, c'est parce que c'est une question qui revient très souvent, moi-même, à vrai dire, ça me perturbe un petit peu, parce que bien sûr c'est une faute du père, mais en même temps c'est pas quelque chose de volontaire. Évidemment qu'il ne savait pas que ça allait se terminer de cette façon-là. Ça peut paraître relativement anodin de dire tu vas changer de médecin, tu vas changer de gynécologue, c'est pas a priori. Donc, et puis bon, je cite très souvent aussi cette phrase qui doit être d'Oscar Wilde cette fois, quand on est enfant, on aime ses parents, en grandissant on les juge, et quelquefois plus tard encore il arrive qu'on leur pardonne. Donc je pense que, en tout cas personnellement, je suis arrivée à ce moment du pardon, qui n'est pas un pardon chrétien, mais qui là, pour le coup, une compréhension, et puis de toute façon, pas grand-chose à faire. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez écrit tout ce que vous aviez entendu, subi, etc., sur une feuille de papier, et que donc c'était plus ou moins dans le livre. Et moi, à un moment donné, j'ai été scotché en me disant « Waouh, quelle trouvaille d'écrivain !»
Et maintenant, je voudrais savoir si vous l'avez entendu, c'est quand le monsieur du recensement vient et qui dit « Vous avez des enfants ?» Non, 2 filles. Et moi, c'est une trouvaille d'écrivain, ça n'a pas existé. Mais pour vous dire la vérité, même ma mère m'a dit « Mais ton père a vraiment dit ça ?» D'accord. Mais c'est un de mes premiers souvenirs. Mais c'était presque un lapsus. C'était... non, j'ai 2 filles. Oui, mais c'est... oui. Vous savez, l'inconscient, ça travaille. Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Ah, une question. Je suis désolée, c'est encore une question pour le livre fille. Oui, c'est le problème. C'est peut-être une question un peu intime, du coup, vous me direz. Mais en fait, moi, je me reconnais beaucoup et dans le personnage de la fille, enfin, de la deuxième fille dans le roman, et dans ce que vous disiez de ce que vous dites de votre propre fille. Et du coup, je me demande comment elle a réagi à ce livre. Là, vous parlez de ma fille? Oui, pas celle oui. Ah bah écoutez, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ma fille est la seule personne à qui j'ai fait lire le livre avant de le donner à mon éditeur, parce que voilà, j'en ai pas parlé avant. Enfin, je lui ai dit que j'écrivais, qu'il y aurait des éléments en partie autobiographiques, donc qui la concerneraient, même s'il y a des choses qui sont décalées. Notamment dans le rapport mère-fille, c'est pas ce qui se passe dans le roman n'est pas exactement ce que moi j'ai vécu avec ma fille. Mais en tout cas, je n'aurais pas publié ce livre sans son accord complet. Voilà. Mais écoutez, jusqu'à preuve du contraire, elle est plutôt contente de la façon dont j'ai raconté l'histoire. Même si elle est bien placée pour savoir que certaines choses ne sont pas complètement autobiographiques. Juste une petite question pour Florence. Si j'ai bien compris, c'est un triptyque. C'est le numéro 1. Oui, enfin si, oui. Je voulais savoir où en étaient les suivants. Oui. Le deuxième, il n'y a pas 3 volumes. Il n'y aura pas 3 volumes sur Pucelle avec ce titre-là. La prochaine thématique abordée sera la gémellité, donc ça s'appellera Jumelle. Pucelle, Jumelle. Il y a le Cruel, il y en avait un qui s'appelle Cruel. Il y a quelque chose sur le L quand même, je crois. Sur le féminin, là. Merci à tous.